C'est à la fin du XIIe siècle, à une époque où l'Europe et la Chine coexistaient en isolation mutuelle, que tout débuta avec un nom qui marquerait les âges, Gengis Khan. Ce guerrier, connu sous le nom de Temujin, est né en 1162, a réussi l'impossible, unir les tribus mongoles qui s'étaient autodétruites pendant des siècles à travers d'interminables guerres. Avec des tactiques novatrices de mobilité et de communication, ces troupes ont réussi à conquérir des régions s'étendant de la Chine à l'Europe de l'Est en l'espace de 3 générations. Une vitesse d'expansion inégalée jusqu'alors. Et ce ne fut pas uniquement la guerre. Les Mongols ont bouleversé le monde. Ils ont facilité le transfert de technologies telles que la poudre à canon et l'imprimerie vers l'Ouest. Ils élargirent les voies commerciales à l'échelle continentale. Ils instaurèrent la fameuse Pax Mongolica, une ère de stabilité qui a facilité le passage d'idées, de marchandises et de savoirs à travers l'immense route de la soie. Même après sa division au XIVe siècle, l'influence mongole persista via des empires héritiers, tels que les Moghols en Inde et les Yuan en Chine. Aujourd'hui, vous explorerez cette aventure exceptionnelle, du surgissement d'un leader tribal à l'établissement d'un empire qui, durant un court laps de temps historique, relia des civilisations à peine conscientes de la présence des autres. Visualisez un instant les vastes plaines de Mongolie du XIIe siècle, une mer d'herbes dorées qui s'étire à l'infini, où seules les formes des cavaliers nomades et de leurs animaux viennent rompre l'homogénéité du paysage. Dans cet univers sans limites établies, où l'existence était conditionnée par la puissance physique et la rapidité du cheval, Temujin vint au monde dans une famille de dirigeants tribaux. Yesugei, son père, appartenait au clan Borjigin et était un guerrier de grande estime. Cependant, dans les vastes steppes, l'égard se méritait quotidiennement par la force de la lance. L'indice du caillot sanguin ne se fit pas attendre à se révéler. Lorsque Temujin n'avait que 9 ans, tout ce qui lui était cher s'est effondré de la façon la plus cruelle qui soit. En 1171, son père a été empoisonné par des membres de la tribu tatare, lors d'un événement qui avait l'air d'être une fête sans violence. Le décès de Yesugei n'a pas seulement signifié la fin d'un père, cela a également représenté la condamnation sociale pour l'ensemble de sa famille. Dans les steppes, un clan sans leader fort était comparable à une brebis sans guide au milieu des loups. La transition de Temujin, passant d'un enfant favorisé à un paria, a été à la fois brutale et instantanée. Les partisans de son père, qui lui avaient juré loyauté jusqu'à hier, ont déserté sa famille comme des rats qui fuient un navire en train de couler. Eulun, la mère, une femme réputée pour sa férocité légendaire, se trouva isolée avec plusieurs jeunes enfants, dépourvus de protection et de ressources, tandis que l'hiver mongol guettait tel un animal affamé. C'est à cet endroit que débute réellement la création du futur dominateur mondial. Les années suivantes ont constitué une leçon de survie que nul livre ne saurait enseigner. Avec une ténacité quasi surhumaine, Eulun a su maintenir sa famille en vie en capturant des rongeurs, en pêchant sans outils et en déterrant des racines dans le sol gelé. Temujin a compris que dans ce monde, la compassion était un privilège réservé uniquement aux puissants. À l'âge de 13 ans, il a tué son demi-frère Becter lors d'une querelle pour de la nourriture. Un acte qui choqua sa mère et qui manifesta la froideur méthodique qu'il conserverait tout au long de son existence. Ces années de souffrance et d'humiliation n'ont pas eu raison de Temujin. Elles l'ont renforcé, tel le fer dans la forge. Chaque offense subie, chaque nuit passée sans nourriture, chaque instant de désespoir s'est transformé en carburant pour une ambition qui finirait par ravager des continents entiers. La règle des steppes était claire et impitoyable. Seuls les plus forts survivent. Temujin avait choisi de ne pas seulement survivre, mais de régner. Dans ce purgatoire d'abandon et de désespoir a germé la semence de ce qui allait devenir le plus vaste empire que l'histoire ait enregistré. Temujin, durant son adolescence, a appris une leçon qui allait façonner toute sa philosophie de leadership. Dans les steppes,
La fidélité surpassait en valeur l'or et se faisait aussi rare que les diamants. Il affronta sa première grande difficulté lorsqu'il fut pris au piège par les Taishiut, un groupe qui avait été l'ennemi de son père. Ce qui s'ensuivit fut une humiliation destinée à le détruire mentalement. Il fut présenté comme un trophée, contraint de porter un imposant collier en bois autour du cou, symbole de sa servitude. Cependant, les Taishiut sous-évaluèrent sérieusement le jeune homme qu'ils avaient entre leurs griffes. Durant une nuit de festivités, où ses kidnappeurs étaient enivrés d'érag, lait de jument fermenté, Temujin exécuta une évasion qui serait gravée dans les annales de la légende. Malgré le joug toujours attaché, il parvint à fuir la fête et se jeta dans une rivière gelée, respirant par une ouverture dans la glace jusqu'à ce que ses traqueurs abandonnent leur quête. Cette évasion ne fut pas uniquement un acte de courage physique, elle signifiait que Temujin ne se laisserait plus jamais être une proie. L'émancipation lui a procuré des soutiens surprenants, mais lui a également appris que dans l'univers du pouvoir, les compagnons actuels peuvent se transformer en adversaires futurs. Bohorshu, un jeune homme de cœur généreux, a été son premier véritable soutien, l'aidant à récupérer des chevaux dérobés sans rien attendre en retour. Temujin a été tellement impressionné par cette fidélité désintéressée que Bohorshu est devenu l'un de ses officiers les plus dignes de confiance. C'est véritablement sa relation avec Jamuka qui a véritablement modelé sa perception de la trahison et de l'ambition. Jamuka n'était pas un simple compagnon. Il était son Nanda, son frère de sang, lié par des promesses sacrées qui les liaient plus étroitement que des frères biologiques. Il chassait, faisait la guerre et aspirait à conquérir les steppes. Toutefois, une tension latente existait dans leurs liens. Chacun était un leader inné, chacun avait des adeptes dévoués, et les vastes plaines ne suffisaient que rarement pour accueillir deux astres. Leur camaraderie était sincère, mais elle reposait sur des bases fragiles d'aspirations concurrentes qui finiraient par entrer en collision comme deux ouragans. L'événement déclencheur se produisit en 1178 avec l'enlèvement de Burt, la femme de Temujin, par les Merkits. Ce n'était pas simplement un vol, c'était une déclaration de guerre personnelle. Les Merkits se vengeaient d'un ancien affront. Le père de Temujin avait dérobé sa mère aux Merkits des années plus tôt. À présent, le cycle de revanche se poursuivait. Cependant, Temujin n'était pas son père. Avec le soutien de Jamuka et des forces de Togril, un ancien allié de son père, il déclencha une offensive si violente et orchestrée qu'il parvint à récupérer Burt et à anéantir les Merkits, manifestant ainsi une force qui fit écho dans l'ensemble des steppes. Cette victoire ne lui a pas seulement permis de récupérer sa femme, elle a également fait de Temujin une force avec laquelle il fallait compter, semant les premières graines de la loyauté qui finirait par unir la Mongolie sous son étendard. Au XIIe siècle, les vastes steppes de Mongolie se transformaient en un gigantesque plateau d'échecs où chaque tribu représentait une pièce. Chaque geste pouvait décider entre la gloire éternelle et l'anéantissement total. Temujin avait prouvé sa valeur en sauvant Burt, mais cela ne faisait de lui qu'un participant supplémentaire dans un jeu qui se poursuivait depuis des siècles. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il allait bientôt faire face à des échecs des plus difficiles de son existence, des enseignements gravés dans le sang qui feraient de lui un brillant stratège au lieu d'un simple guerrier tribal. La première de ces leçons a eu lieu en 1187, lors de la bataille de Dalan Baljut, où il se retrouva face à son ancien camarade d'enfance, Jamuka. Il était inévitable qu'ils se séparent. Deux loups alpha ne peuvent diriger une même meute. Jamuka, à la fois charismatique et cruel, avait rassemblé une ligue de tribus mécontentes par l'ascension de Temujin, soutenant que ce fils d'un modeste dirigeant menaçait le système traditionnel des steppes. Le combat fut acharné, des milliers de cavaliers s'affrontèrent dans une cacophonie d'acier et de cris guerriers, mais il se conclut en catastrophe pour Temujin. Ses troupes furent disséminées, de nombreux partisans périrent,
et il fut contraint de s'éclipser dans l'obscurité tel un fugitif. Cette défaite aurait pu sonner le glas pour n'importe quel autre chef, mais Temujin a transformé cette humiliation en force motrice. Il a passé les années qui ont suivi dans les montagnes, rassemblant ceux qui étaient éparpillés, soignant les blessures, aussi bien physiques que d'orgueil, et plus important encore, apprenant. Il remarqua que Jamuka, bien qu'il ait triomphé, avait fait une bévue mortelle. Suite à la capture de quelques partisans de Temujin, il les avait fait bouillir vivants et exécuter, un acte de barbarie qui dégoûtait même ses propres alliés. Temujin remarqua dans son esprit la cruauté à sa place, mais la cruauté sans raison crée des adversaires superflus. Sa prochaine épreuve majeure se présenta sous la forme des Tatars, la même tribu qui avait empoisonné son père. En 1202, Temujin déclencha contre eux une campagne d'extermination qui dépassait le cadre de la guerre. C'était une vengeance distillée dans sa forme la plus pure. Il ne se limita pas à les conquérir. Il les éradiqua de la surface terrestre d'une façon si méthodique que le terme « tatar » en vint à être associé à l'extermination complète. Ici, il a montré une autre dimension de son génie. Tout en éliminant les adultes, il a pris en charge les enfants orphelins dans son clan, métamorphosant les descendants de ses adversaires en ses futurs combattants. La dernière leçon de cette ère s'est présentée avec Togril, l'ancien compagnon de son père, qui l'avait soutenu dans la libération de Burt. Togril a agi en tant que figure paternelle pour Temujin, mais la corruption du pouvoir peut altérer même les liens les plus sacrés. En 1203, dans les dunes de Kalakaljid, Togril a trahi Temujin au profit de Jamuka, pensant pouvoir exploiter ces deux jeunes dirigeants à ses propres fins. La confrontation qui s'ensuivit a été une autre défaite écrasante pour Temujin. Mais cette fois, la trahison a causé plus de douleur que la défaite militaire. Toutefois, Togril avait minimisé la capacité de son fils adoptif à se relever. 1 an plus tard, Temujin revint tel un ouragan vengeur, défait et exécuta Togril, puis finalement, en l'an 1204, poussa Jamuka jusqu'à sa dernière cachette. L'exécution de son ancien frère de sang marque le dernier épisode de la guerre tribale qui a jalonné sa jeunesse. Avec la mort de Jamuka, la voie vers l'unification de la Mongolie était ouverte, jalonnée par les leçons ensanglantées de la trahison, de la revanche et de la survie. L'année 1206 représente l'un des tournants majeurs de l'histoire humaine, bien qu'à cette époque, rares étaient ceux qui saisissaient la portée de ce qui se déroulait dans les confins isolés de Mongolie. Au terme de plusieurs décennies marquées par la guerre, la trahison et la survie, Temujin a réalisé l'impensable. Il a réussi à rassembler les tribus mongoles qui avaient été divisées par des conflits internes pendant des siècles sous sa direction. Cependant, le véritable génie de cet instant ne se trouvait pas uniquement dans la victoire militaire, mais également dans la révolution politique et sociale qui était sur le point de se déclencher. Le grand rassemblement, également connu sous le nom de Kurultai, a eu lieu dans les montagnes sacrées de Burkhan Khaldun, précisément l'endroit où Temujin avait trouvé asile pendant ses périodes les plus difficiles. Sous le ciel infiniment bleu, des milliers de combattants de toutes les tribus mongoles se rassemblèrent, formant une mer de feutre, de cuir et d'acier qui s'étirait jusqu'à la ligne d'horizon. L'atmosphère était chargée de tension. Plusieurs de ces individus avaient été des adversaires mortels il y a à peine quelques années, et voilà qu'on leur demandait d'accepter l'un des leurs comme leur chef suprême. Cependant, Temujin avait prouvé quelque chose qui va au-delà de la simple puissance physique. Il avait montré qu'il était capable de triompher. Lorsque les chamans ont déclaré Temujin en tant que Genghis Khan, dirigeant de l'univers, il ne faisait pas simplement le couronnement d'un autre chef tribal. Il prophétisait l'émergence d'une nouvelle forme de pouvoir qui fusionnerait la sauvagerie nomade avec une conception organisationnelle à la hauteur des civilisations sédentaires les plus évoluées. Le nom en lui-même était novateur,
Alors que les désignations traditionnelles mongoles faisaient référence à la direction de clans particuliers, Gengis Khan suggérait un pouvoir sur l'intégralité des peuples sous le ciel éternel, une aspiration qui aurait paru insensée si elle n'avait pas été appuyée par des succès militaires qui lui conféraient une légitimité. Cependant, Gengis Khan savait que l'unification authentique nécessitait plus que des triomphes sur le champ de bataille. Elle requérait la mise en place de nouvelles structures pour substituer les anciens liens tribaux. Sa première grande innovation fut le code Yassa, un système juridique révolutionnaire qui instaurait des principes de justice et de tolérance religieuse remarquablement avancés pour son époque. Le Yassa ne se contentait pas de contrôler les actions militaires et civiles. Il instaurait la méritocratie comme valeur essentielle du nouvel empire mongol. Peu importe ton origine tribale ou l'identité de ton père, ce qui comptait, c'était tes compétences, ta fidélité et ta volonté de servir l'empire. Parallèlement, Gengis Khan a mis en place des réformes qui feraient passer les Mongols d'un ensemble de tribus nomades à la force militaire la plus efficace du monde médiéval. Il a mis en place le système YAM, un réseau de communication qui faisait appel à des cavaliers de relais pour faire passer des messages sur des distances continentales en quelques semaines. Il a utilisé l'alphabet ouïghour pour administrer l'empire, comprenant qu'un véritable État nécessite des documents écrits et une communication standardisée. Il restructura intégralement l'organisation militaire, rompant avec les anciennes alliances tribales pour instituer des unités fondées sur le modèle décimal. Des sections de 10, des compagnies de 100, des régiments de 1000 et des divisions regroupant 10 000 hommes. Cette restructuration ne se limite pas à améliorer l'efficacité militaire. Elle a également anéanti de manière définitive le système tribal qui avait maintenu les Mongols dans la division pendant des centaines d'années. Dans les montagnes sacrées de Burkhan Khaldun, non seulement un nouveau dirigeant est venu au monde, une nouvelle nation destinée à dominer le monde connu a vu le jour. Sous la direction de Gengis Khan, les tribus mongoles ont finalement été unifiées. Il s'est alors retrouvé à un point tournant historique qui allait déterminer non seulement son propre legs, mais aussi le sort de l'Eurasie pour les siècles à venir. Les steppes, qui avaient été son habitat et sa contrainte pendant si longtemps, étaient désormais incapables de contenir les aspirations d'un empire émergent doté de l'appareil militaire le plus mortel de son temps. Cependant, sa priorité initiale ne fut ni la Chine ni la Perse, contrairement à ce que beaucoup auraient pu anticiper. Yixia, un royaume tengu qui dominait les voies commerciales de la route de la soie, a commis l'erreur mortelle d'ignorer l'ascension du nouveau pouvoir issu des steppes. La campagne contre Xixia, qui se déroula de 1205 à 1209, ne fut pas seulement une conquête, mais aussi la première preuve mondiale du défi que représentait le génie militaire mongol. Les Tengus de Xixia étaient une civilisation raffinée, disposant de cités fortifiées, d'une agriculture développée et d'une armée aguerrie, comprenant à la fois des cavaliers et des fantassins lourdement armés. Leurs dirigeants, confortablement installés derrière leurs fortifications en pierre et soutenus par des siècles d'héritage militaire, ont sans doute perçu les Mongols comme une autre bande de pillards qui finirait par s'épuiser et regagner les steppes. Il n'aurait pas pu être plus dans l'erreur. Gengis Khan aborda la soumission de Xixia avec l'approche sans relâche qu'il avait employée pour unifier la Mongolie. Ces cavaliers, capables de monter sans interruption pendant des jours et de varier les montures pour conserver la rapidité, surgissaient là où on ne les attendait pas, tels des spectres de la steppe. Ils ont recours à des stratégies de guerre psychologiques tout aussi redoutables que leurs arcs. Les cités qui faisaient preuve de résistance étaient littéralement dévastées, incitant les autres agglomérations à se rendre plutôt que d'affronter le même sort. Les Mongols ne se contentaient pas de conquérir des terres, ils dominaient également les esprits par le biais d'une terreur soigneusement orchestrée. La campagne prit fin avec la reddition du roi Tengu, qui fut contraint de reconnaître la domination mongole et de verser un tribut constant constitué de biens, de troupes et, essentiel, d'informations. Les Tangut avaient la compétence en matière de siège.
l'expertise dans la guerre en milieu urbain et la connaissance des voies commerciales reliant la Chine à l'Asie centrale. Avec son talent pour l'intégration, Gengis Khan incorpore ses innovations à son système militaire personnel, métamorphosant ainsi ses guerriers nomades en une puissance capable de conquérir aussi bien les cités que les steppes. Dans le même temps, il dépêcha son fils aîné, Jochi, dans une expédition tout aussi cruciale mais moins médiatisée vers le nord, à l'encontre des populations forestières, les Kirghizes, Bouriates et autres tribus de Sibérie qui maîtrisaient les voies commerciales menant aux régions arctiques. L'année 1207 a vu une démonstration de la polyvalence mongole. Alors que Xixia les avait confrontés à la tactique du siège et à la diplomatie urbaine, les populations forestières leur ont lancé un défi avec une guerre de guérilla dans des terrains boisés totalement différents des vastes steppes. Toutefois, une fois de plus, l'adaptabilité des Mongols a prévalu. Jochi ne s'est pas contenté de conquérir ces régions. Il a mis en place un système d'administration qui permettait aux communautés locales de préserver leurs coutumes tout en versant un tribut au Khan. Ces premières réussites avaient une importance bien plus grande que ce que leur envergure géographique pourrait indiquer. Elles mirent en place les schémas qui caractériseraient toutes les prochaines incursions mongoles. Rapidité d'intervention, flexibilité tactique, incorporation des technologies indigènes et surtout, la conversion des adversaires défaits en atouts de l'Empire. Chaque triomphe ne contribuait pas uniquement à l'extension de l'Empire naissant en termes de territoire. Il apportait également des compétences, du savoir et des combattants qui rendraient la prochaine conquête d'autant plus dévastatrice. Le monde ignorait encore que la machine de guerre, ayant triomphé de Xixia et des tribus forestières, n'était qu'à ses débuts, se préparant pour les conquêtes qui redessineront la carte de l'Eurasie. Comment une horde de nomades parvient-elle à anéantir les civilisations les plus puissantes de son temps? Suite à ces triomphes initiaux contre Xixia et les habitants de la forêt, Gengis Khan avait prouvé que ses combattants étaient capables de s'ajuster à tous les types de terrains et de surmonter n'importe quel adversaire. Cependant, ce qui a suivi allait surpasser toutes les prévisions et modifier à jamais l'équilibre des forces dans le monde connu. Voici le récit de la façon dont les vastes steppes de Mongolie sont devenues le foyer d'une tempête qui ravagerait des empires millénaires et terrifierait des continents tout entiers. L'une des campagnes militaires les plus destructrices de l'histoire de la Chine débuta en 1211, lorsque Gengis Khan tourna son attention vers le sud, en direction de l'empire Jin qui régnait sur le nord de la Chine. Les Jin, issus des Gurchen, avaient bâti l'un des plus puissants empires du monde du Moyen-Âge. Ils possédaient des cités fortifiées qui paraissaient imprenables, une armée nombreuse dotée de la technologie militaire la plus avancée de cette période, ainsi que des murailles qui avaient tenu tête aux invasions pendant plusieurs centaines d'années. Pour les courtisans de Zhongdu, aujourd'hui Beijing, les Mongols n'étaient rien de plus qu'une autre tribu sauvage qui finirait par se désintéresser et retourner à ses yourtes. Ils étaient sur le point de réaliser à quel point leur erreur était monumentale. Le conflit débuta avec une manœuvre qui allait caractériser l'ensemble de la tactique mongole en Chine. La prise du col de Juyong, orchestrée par Jebé, l'un des commandants les plus émérites de Gengis Khan. Il ne s'agissait pas seulement d'un col montagneux, c'était la clé permettant d'accéder à toute la région nord de la Chine. Les Jin ont renforcé le col avec d'imposantes murailles, des tours de surveillance et des troupes qui paraissaient invincibles. Toutefois, Jebé employa une stratégie qui allait devenir la signature mongole, la ruse et la supercherie. Il simula une retraite en défaite pour inciter les forces Jin à sortir de leurs fortifications, puis il se retourna pour les écraser dans la plaine où la cavalerie mongole avait un avantage décisif. Avec la prise du col, le cœur de la Chine était laissé à découvert comme une plaie béante. Ce qui a suivi était une démonstration méthodique de la façon dont la rapidité et la violence pouvaient surpasser les effectifs et les fortifications. Les Mongols ne tentèrent pas la conquête de chaque ville. Au lieu de cela,
Ils ravagèrent les zones rurales, interrompant les lignes d'approvisionnement et provoquant une crise de réfugiés qui finit par ruiner l'infrastructure djinn de l'intérieur. De nombreuses cités ont été désertées par leurs résidents, craignant les récits de tueries perpétrées par les Mongols. Celles qui résistaient faisaient face à un sort qui deviendrait une légende sombre, dévastation totale, extermination systématique et anéantissement si complet que certaines villes ne parvinrent jamais à se relever. Cette campagne atteint son apogée en 1215 avec la conquête de Zhongdu, l'une des cités les plus vastes et les plus opulentes du monde médiéval. Durant plusieurs mois, les Mongols avaient encerclé la capitale Jin, faisant appel à des ingénieurs chinois capturés pour mettre au point des engins de siège qui rivalisaient avec tout ce que l'on pouvait trouver en Europe ou au Moyen-Orient. Lorsque les murs ont finalement cédé, la suite a été une frénésie de destruction qui a perduré pendant des semaines. Les palais impériaux, remplis de trésors accumulés au fil des siècles, furent entièrement pillés. Les bibliothèques, qui contenaient des milliers d'années de connaissances chinoises, ont été incendiées. Des chroniqueurs de l'époque ne faisaient qu'oser enregistrer le massacre de la population civile dans des chiffres effroyables. Cependant, l'achèvement de la conquête du nord de la Chine n'a eu lieu qu'en 1234, sous le règne de Gédéi, qui a succédé à Gengis Khan. La dernière campagne contre les Jin a révélé une autre facette de l'ingéniosité mongole, leur aptitude à mener des guerres prolongées et à administrer les territoires pris d'assaut. Les Mongols n'ont pas seulement pillé et fait retraite, ils ont instauré un système de gouvernance qui alliait l'efficacité administrative chinoise à la puissance militaire mongole. Ils intégrèrent des ingénieurs, des administrateurs et des soldats chinois dans leurs rangs, ce qui augmenta de façon exponentielle leur puissance militaire. La défaite finale des Jin ne s'est pas simplement traduite par la conquête d'un territoire. Elle a également signifié l'intégration totale d'une civilisation millénaire dans l'appareil militaire mongol. La première leçon du monde civilisé sur ce que signifie lutter contre les descendants des steppes était écrite dans le sang et les cendres allant des murailles de Beijing jusqu'aux montagnes de Mandchourie. L'invasion de la Chine a démontré l'habileté mongole en matière de siège militaire et d'administration régionale, tandis que l'anéantissement de l'empire Khwarasm exposerait une autre facette redoutable, la colère de Gengis Khan face à une insulte. Ce qui débuta comme une tentative d'établir des liens commerciaux pacifiques avec l'influent empire Khwarasm se transforma en l'une des plus dévastatrices campagnes de représailles de l'histoire humaine. Un ouragan de destruction qui rayerait de la carte entièrement des villes et modifierait indéfiniment le paysage de l'Asie centrale. En 1219, l'empire Khwarasm représentait une force majeure s'étendant de la mer Caspienne jusqu'aux confins de l'Inde, dirigeant certaines des cités les plus prospères et culturellement avancées du Moyen Âge. Samarcande et Boukhara représentaient des trésors de la culture islamique, des pôles d'instruction où philosophes, mathématiciens et poètes produisaient des travaux qui marqueraient la réflexion humaine pour des centaines d'années. Ela ad-Din Muhammad, le Shah du Khwarasm, se voyait comme un égal des califes de Bagdad et supérieur à tous les barbares des steppes. Cette vanité serait sa perte. Apparemment, la lumière qui déclencha l'enfer était insignifiante. En 1218, une caravane commerciale de 450 marchands mongols fut attaquée et anéantie à Otrar sur ordre du gouverneur local, qui avait accusé les commerçants d'agir en tant qu'espions. Lorsque Gengis Khan dépêcha des ambassadeurs pour réclamer l'arrestation du coupable et une réparation pour l'irrévérence, le Shah du Khwarasm non seulement rejeta la demande, mais dégrada publiquement les émissaires, en exécutant l'un d'eux et en renvoyant les autres après leur avoir rasé la barbe. Un affront qui, dans la tradition mongole, était assimilé à une déclaration de guerre. Le Khan avait proposé une approche diplomatique, mais avait été accueilli par une gifle de dédain. La réaction serait à la mesure de l'offense, mais amplifiée par le génie militaire mongol. En 1219, avec une armée comptant près de 200 000 combattants, Gengis Khan traversa le fleuve Sir Daria.
Ce contingent ne se composait pas uniquement de Mongols, mais aussi d'hommes de soutien chinois, turcs et d'autres nationalités intégrées à l'Empire en pleine croissance. La campagne qui a suivi n'était pas seulement de nature militaire, elle était apocalyptique. La première ville à succomber fut Otrar, l'endroit où tout avait débuté. La ville fut assiégée pendant plusieurs mois et lorsqu'elle finit par tomber, Gengis Khan donna l'ordre d'éradiquer toute trace de celle-ci. Le gouverneur responsable du massacre des marchands a été exécuté en recevant de l'argent fondu dans ses yeux et ses oreilles, une punition qui représentait à la fois la justice poétique et la brutalité préméditée du Khan. La véritable mesure de la rage mongole a été révélée par la destruction de Bukhara et Samarcande. Bukhara, souvent appelée la coupole de l'islam, a capitulé lorsque ses dirigeants ont conclu que continuer à résister était vain. Selon les chroniques, Gengis Khan fit personnellement son entrée dans la grande mosquée de la cité et annonça aux résidents effrayés « Je suis le châtiment de Dieu. Si vous n'aviez pas péché gravement, Dieu ne vous aurait pas envoyé un fléau tel que moi. » La ville a été méthodiquement pillée, ses résidents réduits en esclavage ou tués et ses plus splendides bâtiments transformés en décombres embrasés. Samarcande, joyau de l'Asie centrale, a rencontré un sort encore plus tragique. En dépit de ses impressionnantes défenses et d'une garnison comptant 110 000 soldats, la ville est tombée en l'espace de 5 jours grâce aux stratégies mongoles de terreur psychologique et de supériorité tactique. L'extermination qui a suivi fut si totale que les chroniqueurs de l'époque ont déclaré qu'on pouvait parcourir des jours parmi les décombres sans croiser une seule personne vivante. En 1221, l'empire Khwarrazm, jadis fort et influent, avait disparu. Ces cités réduites à des vestiges témoignant de la revanche mongole. Le Shah du Khwarrazm est mort en tant que fugitif sur une île de la mer Caspienne, tandis que son fils Jalal ad-Din a été traqué jusqu'aux montagnes afghanes. L'anéantissement fut si absolu que plusieurs zones d'Asie centrale ne parvinrent à se relever complètement qu'après des siècles, et l'expédition fit des Mongols non seulement des conquérants, mais aussi une force dévastatrice, capable de rayer des civilisations entières de la carte lorsqu'on les provoquait de manière adéquate. Alors que Gengis Khan renforçait ses conquêtes en Asie centrale, ses généraux Djebé et Subutai rédigeaient l'un des passages les plus impressionnants de l'histoire militaire. Une expédition de reconnaissance qui se métamorphoserait en la première invasion mongole de l'Europe, annonçant avec effroi ce qui attendrait le continent dans les décennies suivantes. Ce qui débuta comme une traque du fugitif Jalal ad-Din s'est transformé en une illustration que ni les grandes étendues, ni les terrains non familiers ne pouvaient freiner l'impétuosité de la machine militaire mongole lorsqu'elle prenait de la vitesse. En 1221, suite à l'anéantissement de l'empire Khwarrazm, Gengis Khan a donné instruction à ses 2 généraux les plus compétents de traquer Jalal ad-Din, le dernier prince Khwarrazm, où que cela soit nécessaire. Ce qui suivit fut l'une des avancées les plus remarquables de l'histoire militaire. 20 000 cavaliers mongols ont franchi le Caucase, une zone montagneuse réputée inaccessible pour d'importantes armées, et ont émergé dans les steppes méridionales de la Russie comme des spectres sortis tout droit des légendes. Les populations locales, n'ayant jamais rencontré de Mongols, les prirent d'abord pour une tribu locale, une méprise qui coûtera la vie à des milliers de guerriers géorgiens et arméniens qui tentèrent de les défier. L'interaction majeure avec le monde slave débuta en 1223. Lorsque les Mongols affrontèrent une alliance de princes russes lors de la bataille de la rivière Khalkha. Les princes russes, routiniers dans les conflits locaux entre cités-États, n'étaient pas préparés à affronter un adversaire alliant la souplesse des nomades à la rigueur d'une armée impériale. Le combat se transforma en un véritable carnage unilatéral. Les Mongols mirent en œuvre leur stratégie préférée de simulation et de retrait pour piéger la cavalerie russe dans une zone désavantageuse, où elle fut décimée sous des averses de flèches et des assauts coordonnés.
Le triomphe fut si décisif que 6 princes de Russie périrent sur le terrain, y compris Mstislav de Kiev, dont le décès signa la conclusion d'un chapitre dans l'histoire russe. Toutefois, ces premiers chocs n'étaient que le prélude à un festin de dévastation qui se servirait une génération plus tard. Lorsque Batu Khan, descendant de Gengis, déclencha l'assaut total sur l'Europe dans les années 1240, il emporta avec lui tout ce qu'il avait appris lors des précédentes campagnes, enrichi par une génération de perfectionnement stratégique. La création de la Horde d'Or ne s'est pas limitée à une expansion territoriale. Elle a également instauré un régime de domination qui subsisterait pendant des siècles. Kiev, surnommée la mère des villes russes, fut réduite à néant en 1240 avec une telle brutalité qu'elle a même marqué les chroniqueurs mongols, pourtant accoutumés à l'anéantissement à grande échelle. Cette période d'expansion occidentale atteignit son apogée avec les triomphes conjugués de Legnica et Mohi en 1241, lorsque les Mongols prouvèrent leur capacité à défier et battre les plus redoutables armées européennes le même jour. À Legnica, ils ont fait face à l'élite de la chevalerie polonaise et allemande, comprenant les chevaliers templiers et hospitaliers, réputés pour être invincibles en bataille. La fin de la bataille a été marquée par la mort d'Henri II de Silésie et l'élimination quasi totale des troupes chrétiennes. Parallèlement, à Mohi, une autre troupe mongole anéantit totalement les troupes hongroises sous le règne du roi Béla IV. Une victoire si déterminante qu'elle laissa entièrement vulnérable le royaume de Hongrie face à l'occupation mongole. La crainte suscitée par ces triomphes ne résidait pas uniquement dans leur ampleur, mais aussi dans leur approche méthodique. Les Mongols avaient observé leurs adversaires européens avec l'exactitude méthodique qu'ils apportaient à toutes leurs conquêtes. Conscients que la cavalerie lourde européenne reposait sur une attaque de front massive, ils élaborèrent des stratégies spécialement pensées pour contrecarrer cette force. Des ingénieurs chinois ont conçu des armes de siège qui ont été utilisées pour détruire les fortifications occidentales. Ils ont engagé des agents secrets et des diplomates pour semer la discorde parmi leurs adversaires avant le début des combats. L'Europe s'est confrontée à une forme de guerre inédite, et le résultat a été une quasi-complète humiliation. C'est uniquement grâce au décès d'Ögedei Khan en 1241 que l'Europe occidentale a été épargnée d'une invasion qui aurait pu modifier radicalement le cours de sa civilisation. Les Mongols se sont retirés pour choisir un nouveau Khan, mais ils ont laissé un message fort gravé dans le sang des steppes russes aux plaines hongroises. Aucun endroit n'était hors de portée, aucune armée trop puissante et aucune limite suffisamment sécurisée contre la force des steppes lorsqu'elle était déchaînée avec toute sa fureur. L'année 1227 signa la conclusion d'un chapitre et l'ouverture d'un autre, lorsque Gengis Khan, l'individu qui avait métamorphosé des tribus nomades éparpillées en la plus redoutable puissance militaire du monde, fit face au seul adversaire qu'il n'avait jamais pu défier, la mort. Son décès durant l'ultime siège de Xi'Xia a été gardé sous silence total, une décision qui traduisait à la fois le caractère pragmatique du commandement mongol et la prise de conscience qu'un empire fondé sur la personnalité d'un seul individu peut s'effondrer aussi rapidement qu'il a été bâti. Les derniers jours de Gengis Khan ont été un assemblage de victoires et de drames qui résumait idéalement le caractère ambivalent de son legs. Il était reparti à Xi'Xia, le royaume Tengu qui avait constitué sa première grande victoire militaire, dans le but de sanctionner ce qu'il considérait comme une trahison. Le roi de Xi'Xia n'avait pas honoré l'engagement de fournir les forces promises pour la campagne contre le Khwarasm. Pour Gengis, il ne s'agissait pas uniquement d'une violation de contrat, mais d'un outrage personnel nécessitant une revanche totale. À 65 ans, considéré comme un senior par les critères de l'époque, il supervisait le quartier général, prouvant que l'âge n'avait pas atténué son désir d'expansion ni sa nécessité de sanctionner ceux qui osaient le défier. La chute de cheval qui détermina son sort fut, à bien des égards, emblématique de sa vie entière. Brutale,
imprévisible et avec des répercussions qui iraient au-delà de l'instant présent. Il existe des histoires qui affirment qu'il a été atteint lors d'une partie de chasse, d'autres soutiennent qu'il a finalement succombé à une maladie. Cependant, l'issue est restée identique. L'individu qui a traversé les empoisonnements, les trahisons, les conflits et les brutalités des steppes a rencontré sa destinée non pas à travers un exploit héroïque, mais de la façon la plus banale imaginable. Un incident que tout cavalier pourrait connaître. Toutefois, même après sa mort, Gengis fit preuve de son intelligence tactique en ordonnant que son décès demeure caché jusqu'à ce que Xixia soit totalement anéanti. Le choix de dissimuler le décès du Khan a été un exploit de ruse tactique, permettant aux Mongols d'achever la conquête de Xixia sans faire face à l'insurrection colossale qui aurait inéluctablement suivi l'annonce du décès de leur chef. Durant plusieurs mois, les chefs mongols persistaient à donner des instructions sous le nom du défunt Khan, préservant ainsi la rigueur de l'armée et l'intimidation de leurs adversaires. Une fois la destruction de Xixia terminée, le royaume Tengu avait disparu au point que les historiens contemporains se disputent encore pour déterminer l'emplacement précis de sa capitale. C'est seulement à ce stade que le décès de Gengis Khan a été annoncé. Et à ce point, les arrangements de succession qu'il avait mis en place étaient déjà en cours. L'accession au pouvoir d'Ögedei en 1229 a révélé une autre facette du génie de Gengis Khan, son aptitude à instaurer des institutions qui perdureraient après lui. Ögedei n'était ni le fils aîné, ni le plus charismatique. Néanmoins, son père l'a sélectionné pour ses qualités équilibrées et sa compétence en gestion. Durant son règne, qui s'étendit jusqu'en 241, Ögedei a métamorphosé l'empire mongol d'une confédération de tribus victorieuses en une entité étatique opérationnelle dotée de systèmes fiscaux, de recensement et d'administration civile. Il instaura Karakorum comme capitale stable, introduisit une monnaie impériale et supervisa des travaux de construction qui étaient à la hauteur de ceux réalisés en Chine et en Perse. Cependant, le décès d'Ögedei en 1241, lors de l'une de ses fameuses parties de boisson, a mis en évidence la vulnérabilité intrinsèque même du système de succession le plus rigoureusement établi. Elle est décédée au moment le plus crucial qui soit, lorsque les forces mongoles étaient sur le point d'envahir l'Europe occidentale et paraissaient invincibles. Le retrait instantané de Batu Khan et de ses généraux de la Hongrie et de la Pologne pour se concentrer sur l'élection du nouveau Khan a permis d'éviter une invasion en Europe qui aurait pu profondément modifier le déroulement de la civilisation occidentale. Le décès d'Ögedei ne mit pas simplement fin à l'expansion vers l'ouest des Mongols. Il marqua le début d'une période de conflits internes et de divisions qui finirait par morceler l'empire uni de Gengis Khan en divers khanates indépendants. Avec un cruel sens de l'ironie, l'empire qui a conquis le monde, grâce à sa discipline et son unité, a vu son déclin s'amorcer à la suite des mêmes querelles de succession qui avaient tourmenté les tribus mongoles avant Gengis. L'histoire mongole a traversé un cycle complet, allant de la division tribale à l'unité impériale et revenant à la division, témoignant que même les empires les plus puissants ne sont pas à l'abri des faiblesses humaines qui peuvent mener à la destruction des individus et des familles. Comment l'empire mongol a-t-il réussi à atteindre son expansion maximale et qu'est-ce qui a conduit à sa fragmentation après avoir exercé une domination sur la moitié du globe? Suite aux conquêtes dévastatrices de Gengis Khan et à la consolidation menée par Ögedei, l'empire mongol était en passe d'atteindre son extension territoriale maximale. Sous le commandement de personnalités telles que Mengke et Kublai Khan, les Mongols étendèrent leur pouvoir de Bagdad à Pékin, donnant naissance à l'entité politique la plus vaste jamais existée dans l'histoire du monde. Toutefois, à l'image de tous les empires bâtis sur la conquête, il serait également confronté aux limites inhérentes à sa propre ambition et aux forces internes susceptibles de le fragmenter. Voici le récit de l'ascension et de la décadence du grand empire mongol. Lorsque Mengke Khan monta sur le trône mongol en 1251,
Il a hérité non seulement du plus vaste empire au monde, mais également de l'insatiable volonté de ses prédécesseurs d'élargir les limites mongoles jusqu'aux extrêmes de la terre connue. Son élection a marqué la conclusion d'une période de relative inaction militaire et le début de la phase terminale de l'expansion mongole, une offensive orchestrée sur plusieurs fronts qui propulserait les troupes des steppes des remparts de Bagdad jusqu'au rivage méditerranéen, des jungles vietnamiennes aux neiges sibériennes. Mengke se distinguait de ses devanciers sur des points essentiels. Alors que Gengis était un combattant par excellence et Ögedei un gestionnaire compétent, Mengke fusionnait ces deux compétences avec une perspective stratégique couvrant l'ensemble de continents. Son projet ambitieux frôlait la témérité. Des avancées simultanées en Chine, au Moyen-Orient et en Europe, une opération militaire de portée mondiale nécessitant une coordination logistique défiant les capacités technologiques de communication du XIIIe siècle. Afin de réaliser cette ambition, Mengke répartit les tâches entre les membres les plus compétents de sa famille. Il se chargerait de la conquête finale de la Chine. Son frère Ulegu anéantirait les foyers du pouvoir islamique au Moyen-Orient. Et son autre frère Kublai finirait d'apaiser le sud de la Chine. La campagne d'Ulegu au Moyen-Orient serait considérée comme l'une des opérations militaires les plus destructrices de l'histoire islamique. Avec une troupe de 120 000 combattants comprenant des ingénieurs chinois, des tireurs mongols et des auxiliaires de diverses nationalités, Ulegu franchit le fleuve Amou Darya en 1256. Il avait pour mission de détruire deux cibles qui avaient constitué des points sensibles pour les Mongols pendant plusieurs décennies, les assassins d'Alamut et le califat abbasside basé à Bagdad. C'est la secte islamique des assassins qui avait maîtrisé l'art du meurtre politique depuis leur bastion montagneux apparemment invincible, qui a été la première à céder. Leurs forteresses, jugées infranchissables, furent réduites à l'état de ruine par les engins de siège des Mongols en l'espace de quelques semaines. La véritable modification du cours de l'histoire mondiale est survenue avec la destruction de Bagdad en 1258. Bagdad n'était pas juste une ville comme les autres. C'était le poumon vital de la culture islamique, résidence du califat qui a dirigé l'univers musulman pendant plus d'un demi-millénaire, pôle d'études qui hébergeait la maison de la sagesse où se conservait la connaissance des Grecs, Persans, Indiens et Arabes. Le calife Al-Mustasim, dernier représentant de la dynastie abbasside, avait fait l'erreur mortelle de négliger tant la ténacité mongole que sa propre fragilité. Lorsque Hulegu a réclamé la soumission, le calife a répondu avec arrogance, persuadé qu'Allah défendrait la ville sacrée contre les mécréants. Le siège de Bagdad, qui ne dura que 13 jours, aurait des répercussions pendant des siècles. Lorsque les murs ont finalement capitulé sous l'assaut incessant des catapultes mongoles, ce qui a suivi était une orgie de dévastation qui a même surpassé les critères mongols de cruauté. On évalue que de 200 000 à 1 million d'habitants ont été tués, y compris le calife lui-même, qui selon la tradition aurait été exécuté, enroulé dans un tapis et piétiné par des chevaux afin d'éviter que son sang royal ne soit versé directement. La maison de la sagesse a été incendiée, avec ses manuscrits jetés dans le Tigre en tel volume qu'on prétend que les eaux sont devenues obscures d'encre. Des siècles de connaissances amassées se volatilisèrent en un clin d'œil, une perte culturelle que quelques historiens mettent en parallèle avec l'anéantissement de la bibliothèque d'Alexandrie. La progression vers la Syrie se poursuivit, conduisant à la capture d'Alep et de Damas par les troupes d'Ulegu, ce qui établit l'Ilkhanat mongol comme l'autorité principale au Moyen-Orient. Cependant, l'équilibre du pouvoir fut profondément affecté par la mort subite de Mengke en 1259, survenue lors d'un siège en Chine. Ulegu a été contraint de regagner la Mongolie avec l'essentiel de ses troupes pour prendre part à la désignation du nouveau Grand Khan, ne laissant ainsi qu'une modeste garnison dans les territoires récemment conquis. Cette retraite partielle offrirait la chance dont avaient besoin les Mamelouks d'Égypte pour stopper l'avancée mongole lors de la bataille d'Ain Jalut, établissant ainsi la première barrière concrète à l'influence mongole vers l'ouest.
Toutefois, le mal était déjà fait. Le califat abbasside avait disparu après plus de 5 siècles d'existence et la dynamique du pouvoir au Moyen-Orient avait changé de façon irréversible, mettant en place des schémas de division politique qui continueraient à affecter la région jusqu'à nos jours. Le décès anticipé de Möngke en 1259 n'a pas simplement perturbé l'équilibre des forces au Moyen-Orient, il a également déclenché une guerre civile au sein de l'Empire mongol qui allait façonner son avenir pour les décennies à venir. Kublai Khan, le frère cadet de Möngke, se tenait au cœur de cette tourmente, ayant une vision radicalement différente de l'Empire mongol comparée à celle de ses prédécesseurs nomades. Alors que Gengis Khan était un guerrier des steppes ayant intégré certains aspects de la civilisation sédentaire par souci pratique, Kublai se distinguait radicalement. Il s'agissait d'un Mongol passionné par la civilisation chinoise, convaincu que le destin de l'Empire dépendait non pas des traditions nomades, mais de l'adoption intégrale des schémas administratifs et culturels des grandes civilisations sédentaires. Le conflit civil qui a éclaté après le décès de Möngke n'était pas simplement une querelle de succession, mais plutôt un affrontement crucial entre deux perspectives irréconciliables sur l'avenir des Mongols. Arik Böke, le frère cadet de Kublai, se tenait d'un côté. Il était le porte-parole du groupe traditionnaliste qui soutenait que les Mongols devaient préserver leurs traditions nomades et diriger depuis Karakorum, l'ancienne capitale située dans les steppes. À l'autre bout se trouvait Kublai, qui avait déjà consolidé son pouvoir en Chine et était convaincu que le destin de l'Empire dépendait de l'implémentation des pratiques gouvernementales chinoises et d'une fusion totale avec les civilisations qu'il avait conquises. Le conflit qui s'ensuivit a duré 4 ans et s'est déroulé non seulement sur les fronts militaires, mais aussi dans les palais, chaque partie cherchant à gagner en légitimité grâce au soutien de divers groupes de l'élite mongole. Le triomphe de Kublai en 1264 a marqué un tournant indélébile dans l'histoire des Mongols. Sa première action en tant que grand khan a été de déplacer la capitale de l'empire de Karakorum à Beijing, qu'il a rebaptisé Dadu. Un choix qui représentait le changement radical qu'il mettait en œuvre. En 1271, c'est Kublai qui a donné le coup d'envoi final à ce changement en déclarant officiellement la dynastie Yuan. Il est devenu non seulement le grand khan des Mongols, mais aussi l'empereur de Chine, selon les coutumes confucéennes. Ce n'était pas juste une conquête. C'était un processus d'assimilation réciproque durant lequel les Mongols adoptaient la civilisation chinoise tout en y apportant des modifications pour répondre à leurs propres exigences. L'ultime soumission du sud de la Chine durant la dynastie Song fut une illustration éclatante de la manière dont Kublai a su fusionner l'efficacité guerrière mongole avec les ressources et le raffinement technologique chinois. La dynastie Song, qui a tenu tête aux Mongols durant plusieurs décennies depuis ses bastions du sud de la Chine, détenait les technologies militaires les plus évoluées à l'échelle mondiale. Parmi ces innovations figuraient des armes à feu rudimentaires, des navires de combat perfectionnés et des fortifications spécialement conçues pour contrer les offensives mongoles. Cependant, Kublai avait tiré des enseignements des campagnes précédentes. Plutôt que de se fier uniquement à la cavalerie des steppes, il constitua une flotte chinoise capable de défier les Song sur leur propre terrain. L'ultime campagne contre les Song, qui atteignit son apogée en 1279 lors de la bataille navale de Yamen, fut une parfaite combinaison de tradition mongole et d'innovation chinoise. Les troupes de Kublai mirent en œuvre des stratégies navales chinoises, la maîtrise des armes à feu et l'expertise locale, tout en préservant la détermination stratégique et l'harmonie qui avaient permis aux Mongols d'être invincibles sur terre. Non seulement la victoire finale a permis l'unification de la Chine sous contrôle mongol, mais elle a également établi un modèle de gouvernance mongole dans les zones sédentaires, l'adoption des institutions locales associées à une autorité militaire mongole sans réserve. Sous le règne de Kublai, la Chine a connu une ère de prospérité économique et d'expansion commerciale reliant l'empire mongol aux routes commerciales
reliant l'Europe à l'Asie du Sud-Est. Toutefois, la complexité administrative et le raffinement qui ont fait de la Chine Yuan un empire florissant l'ont également détaché irréversiblement des traditions nomades, qui avaient été le fondement initial du pouvoir mongol. Cela a semé les graines de tensions internes qui finiraient par mener à la désintégration de l'empire et à l'affaiblissement de la domination mongole en Chine. Après des décennies de conquêtes qui semblaient sans fin, l'empire mongol a finalement commencé à rencontrer les frontières de son autorité grandissante vers la fin du XIIIe siècle. Ces restrictions n'ont pas été dictées par une seule déroute désastreuse, mais plutôt par une succession de revers onéreux qui ont mis en évidence les faiblesses intrinsèques d'un empire fondé sur l'idée d'une expansion sans fin. Les tentatives infructueuses de conquête du Japon, de Java, du Vietnam et l'incapacité à étendre leur territoire au-delà de l'Égypte vers l'Afrique ont montré que, malgré leur génie militaire, les Mongols avaient des limites qui ne pouvaient être franchies par la seule force ou l'innovation tactique. L'invasion du Japon fut l'échec le plus retentissant et onéreux, où les Mongols se heurtèrent non seulement à une résistance humaine, mais aussi aux forces de la nature elle-même. Enivré par ses triomphes en Chine, Kublai Khan avait envisagé d'incorporer les îles japonaises à son empire. L'invasion initiale en 1274 avait servi de reconnaissance en force, mettant en évidence tant la vulnérabilité du Japon que les défis logistiques liés à une opération amphibie d'envergure. Les samouraïs japonais, en raison de leur code d'honneur personnel et de leur méthode de bataille unique, ont été totalement surpassés par les stratégies en masse des Mongols et les armes à feu des Chinois. Cependant, une tempête avait contraint la flotte mongole à faire demi-tour, offrant au Japon un précieux répit pour se préparer. L'invasion ultérieure en 1241 a constitué l'une des actions militaires les plus audacieuses de l'histoire prémoderne. Deux imposantes flottes, comptant au total 4400 navires et 140 000 soldats, se dirigèrent vers les rivages du Japon, ce qui aurait dû représenter une démonstration écrasante de la puissance mongole. Entre les invasions, les Japonais ont profité de 7 années pour ériger des murs côtiers, former leurs combattants aux tactiques anti-mongoles et surtout élaborer de nouvelles manœuvres navales intégrant des assauts nocturnes avec des bateaux incendiés contre la flotte envahissante. Ce fut cependant le kamikaze, ou vent divin, qui détermina l'issue de l'invasion mongole. Le typhon qui a touché la flotte mongole a été si destructeur qu'il a entraîné la noyade de plus de 100 000 soldats. Quant aux survivants parvenus à terre, ils ont été exterminés par les samouraïs. L'échec fut si total que Kublai n'essaiera plus jamais d'envahir le Japon. Et cet événement est devenu une composante essentielle de la mythologie japonaise concernant la protection divine. À l'ouest, les Mongols rencontrèrent également des obstacles frustrants sous la forme des Mamelouks d'Égypte, qui se révélèrent être l'un des rares adversaires capables de battre régulièrement les forces mongoles en plein champ. La confrontation d'Aïn Jalut en 1260 ne représentait pas seulement un échec militaire, elle avait marqué une révolution psychologique prouvant que les Mongols étaient susceptibles d'être vaincus. Les Mamelouks, qui étaient des soldats esclaves formés dès leur jeune âge dans les techniques militaires, avaient élaboré des stratégies spécifiquement adaptées pour neutraliser les atouts mongols. Leur cavalerie lourde avait la capacité de rivaliser avec la mobilité mongole, tandis que leur familiarité avec le terrain désertique déniait de nombreux avantages tactiques généralement attribués aux Mongols. Les incursions au Vietnam et à Java durant les années 1290 exposèrent une autre contrainte majeure du pouvoir mongol, leur inaptitude à agir de manière efficace dans les climats tropicaux et sur les terrains jungles. Au Vietnam, les Mongols se sont retrouvés en conflit avec un adversaire qui avait maîtrisé l'art de la guérilla dans un contexte totalement étranger aux guerriers des steppes. Les maladies tropicales, la chaleur étouffante et l'ardeur combative des Vietnamiens sous la direction de Tran Hung Jao formaient un mélange mortel qui décima les troupes mongoles. La campagne de Java a dû affronter des défis semblables,
aggravée par les complications logistiques liées à la nécessité de maintenir des chaînes d'approvisionnement sur plusieurs milliers de kilomètres d'océan. Ces échecs et défaites n'étaient pas uniquement des revers militaires, ils symbolisaient l'essoufflement progressif de la dynamique expansive qui avait soutenu l'Empire mongol pendant plus de 50 ans. Chaque opération échouée absorbait d'énormes ressources et exposait de nouvelles failles que les adversaires de l'Empire pouvaient exploiter. Il est essentiel de noter que ces revers ont mis en évidence les contraintes géographiques et climatiques inhérentes au modèle de conquête mongole, qui reposait sur la rapidité d'exécution et la manœuvrabilité de la cavalerie, et qui ne pouvait être vaincu uniquement par l'ardeur ou l'ingéniosité. L'Empire avait connu son expansion maximale, et toute tentative de dépasser ses frontières naturelles n'aurait pour effet que d'affaiblir les territoires déjà pris et d'accélérer la fragmentation interne qui finirait par anéantir l'harmonie impériale qu'avait construite Gengis Khan dans les steppes mongoles 2 générations précédentes. L'ère connue sous le nom de Pax Mongolica, qui se déroula approximativement de 1260 à 1350, constitue un des paradoxes les plus captivants de l'histoire universelle. Un empire fondé sur la conquête et la dévastation a facilité une période d'échanges culturels et commerciaux inédits reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique à travers un système de communication et d'échange qui ne sera pas reproduit avant la période contemporaine. Néanmoins, cette paix et prospérité inhérentes portaient en elle les germes de la division qui finirait par anéantir l'unité de l'Empire mongol. L'infrastructure qui a permis la Pax Mongolica était, à bien des égards, le legs le plus persistant de l'ingéniosité organisationnelle de Gengis Khan. Le système YAM, le réseau de communication qu'il avait mis en place pour orchestrer ses opérations militaires, s'était agrandi au point de devenir le premier véritable réseau de communication intercontinentale dans l'histoire humaine. De Lisbonne à Beijing, des relais équestres étaient disposés à intervalles d'une journée, rendant possible le déplacement de messages et de marchands sur des distances qui auparavant prenaient des années en seulement quelques mois. Ce réseau ne favorisait pas uniquement la communication administrative, il établissait aussi les conditions d'un commerce à l'échelle mondiale qui profitait autant aux Mongols qu'à leur sujet. La renaissance de la route de la soie sous l'égide mongole a modifié les schémas commerciaux qui étaient demeurés assez constants pendant des centaines d'années. Pour la première fois dans le cours de l'histoire, un marchand avait la possibilité de se rendre de Constantinople à Cambalik, Pékin, sous l'égide d'un unique pouvoir politique, supprimant ainsi les divers frais, les dangers liés au banditisme et les obstacles politiques qui avaient auparavant rendu coûteux le commerce sur de longues distances. Avec leur approche pragmatique typique, les Mongols ne se contentaient pas de tolérer le commerce. Ils en encourageaient activement l'activité par le biais de politiques incluant la normalisation des poids et mesures, la sauvegarde des caravanes commerciales et l'établissement d'un système monétaire opérationnel à l'échelle de tout leur empire. Cependant, c'est l'échange d'idées et d'innovations qui a véritablement fait de la Pax Mongolica un élément de transformation. Les technologies qui avaient été limitées à certaines régions pendant des siècles se sont progressivement diffusées à travers tout l'Empire. La poudre à canon chinoise a atteint l'Europe, les procédés d'impression se sont propagés vers l'Ouest, les systèmes d'irrigation persans ont été adaptés en Chine et le savoir médical arabe s'est amalgamé avec les pratiques chinoises pour engendrer de nouvelles avancées dans le domaine médical. Grâce à leur attachement traditionnel à la tolérance religieuse et leur propension à embrasser des innovations bénéfiques, les Mongols sont devenus les courtiers d'un échange intellectuel qui a accéléré l'avancement technologique à travers toutes les régions de l'Empire. Néanmoins, cette prospérité et cet échange ont engendré des forces centrifuges qui ont commencé à déchirer l'Empire de l'intérieur. Formellement, l'Empire fut scindé en 4 khanates en 1260. Le Yuan, en Chine, dirigé par Kublai Khan, l'Ilkhanat, en Perse, sous la domination des descendants d'Ulegu, le Khanat de Chagatai, situé en Asie centrale, et la Horde d'Or qui gouvernait la Russie sous les descendants de Batu.
Même si ces khanates affirmaient une fidélité de façade au Grand Khan à Beijing, ils fonctionnaient en réalité comme des entités autonomes dotées d'intérêts souvent opposés. Des changements culturels majeurs qui ont modifié la nature essentielle du pouvoir mongol conduiront à une fragmentation politique accrue. Au sein de l'Ilkhanat, les Mongols se sont convertis à l'islam, embrassant non seulement la foi, mais aussi de nombreuses coutumes administratives et culturelles persanes. À mesure que le temps passait en Chine, Kublai ainsi que ses successeurs ont progressivement adopté des méthodes de gouvernance et des perspectives culturelles plus chinoises. Même au sein de la Horde d'Or, les Mongols ont commencé à assimiler des aspects de la culture slave et finiraient par se tourner vers l'islam. Bien que cette diversité culturelle soit enrichissante à bien des égards, elle a érodé l'unité idéologique et les traditions nomades communes qui étaient la source initiale de la puissance mongole. Aux alentours de la fin du XIIIe siècle, les divers khanates étaient si distincts sur le plan culturel qu'ils partageaient davantage de similarités avec leurs sujets sédentaires qu'entre eux, créant ainsi les conditions pour la dislocation politique qui marquerait le siècle suivant. La Pax Mongolica avait donné naissance à un monde plus interconnecté et florissant, mais cela s'est fait au prix de l'unité impériale qui avait permis cette prospérité. Le XIVe siècle a été le point de départ du déclin de l'empire mongol unifié lorsque les forces internes qui avaient évolué pendant des années ont finalement convergé pour provoquer une crise qu'aucune direction individuelle n'était en mesure de résoudre. Le décès de Kublai Khan en 1294 ne signifiait pas uniquement la fin du dernier chef véritablement unificateur de la dynastie mongole. Il a également déclenché une suite de conflits internes, de soulèvements et de catastrophes naturelles qui fragmenteraient définitivement le vaste empire le plus étendu que l'histoire ait jamais enregistré. La crise de succession qui a suivi le décès de Kublai a mis en évidence à quel point l'adoption des pratiques gouvernementales chinoises avait modifié l'essence même du pouvoir mongol. Les successeurs de Kublai, dans la dynastie Yuan, n'étaient pas des guerriers des steppes aguerris par des années de campagne militaire. Ils étaient des empereurs chinois, élevés dans l'opulence des palais, plus en phase avec les rites confucéens qu'avec l'héritage équestre de leurs prédécesseurs. Bien que cette mutation culturelle ait permis aux Mongols de gouverner de manière efficace sur d'importantes populations sédentaires, elle les a également privés des fondements traditionnels de légitimité et de puissance qui avaient facilité leur montée initiale au pouvoir. Les premières décennies du XIVe siècle ont été marquées par une série de crises interconnectées qui ont engendré une spirale descendante dont l'empire ne parviendra jamais à se relever. Les conflits liés à l'héritage se transformèrent en batailles civiles déclarées, épuisant des ressources considérables et fragmentant la fidélité des généraux mongols. Parallèlement, le réchauffement climatique global, qui marqua la période identifiée comme le petit âge glaciaire, induisit des famines dévastatrices en Chine, diminuant les recettes fiscales de l'Empire précisément à un moment où davantage de ressources étaient requises pour les conflits internes. Au cours des années 1340, les crues du fleuve Jaune entraînèrent le déplacement de millions de paysans en Chine, engendrant une crise de réfugiés qui dépassa les capacités administratives du régime Yuan. Cependant, c'est l'émergence de la peste noire qui a métamorphosé ces crises régionales en une calamité à l'échelle continentale, contribuant de manière significative à la chute de l'ordre mongol. Il est probable que la peste a ses origines dans les steppes d'Asie centrale et s'est propagée le long des routes commerciales qui étaient la clé de la prospérité pendant la Pax Mongolica. Le système de communication mongol, qui avait auparavant favorisé le commerce et les échanges d'idées, devenait désormais le vecteur de diffusion d'une épidémie qui anéantirait entre un tiers et la moitié des habitants de l'Eurasie. Les cités marchandes qui avaient été au cœur de la prospérité mongole se transformèrent en tombeaux, et les voies commerciales qui avaient relié des continents se retrouvèrent désertées de caravanes. La peste n'a pas seulement causé des ravages au sein des populations,
Elle a également détruit les bases économiques sur lesquelles reposait le pouvoir tardif mongol. Lorsque le commerce intercontinental s'est écroulé, les ressources financières qui soutenaient les troupes mongoles et l'administration civile se sont évaporées. Quand l'autorité centrale s'est affaiblie, les villes qui étaient soumises ont soit perdu leur population, soit se sont rebellées. Plus important encore, la maladie a touché de manière disproportionnée les populations urbaines sédentaires qui constituaient le socle fiscal de l'Empire, alors que les populations rurales nomades, bien qu'elles aient également été affectées, ont réussi à maintenir une meilleure résistance grâce à leur densité démographique inférieure et leur mode de vie plus éparpillé. L'effondrement s'intensifia lorsque les élites mongoles, confrontées à des crises qu'elles ne parvenaient pas à surmonter avec des techniques classiques, commencèrent à se battre pour les ressources devenues de plus en plus limitées. L'Ilkhanat, en Perse, a été le premier à se désintégrer totalement, se dissipant en 1335 en une série de principautés concurrentes qui furent progressivement intégrées par des forces régionales naissantes. En 1363, le Khanat de Chagatai se désintégra, se scindant en factions ayant perdu toute forme d'unité politique ou culturelle. Même la Horde d'Or, qui avait conservé son unité plus longtemps que les autres Khanats, entama un déclin durable qui se terminerait par sa fusion progressive avec l'Empire russe naissant. Aux alentours du XIVe siècle, l'Empire mongol unifié avait disparu, ne laissant subsister que son nom. Lorsque les Khanats étaient encore en existence, ils s'étaient transformés en entités régionales, ayant peu de points communs avec l'Empire nomade qu'avait créé Gengis Khan dans les steppes de Mongolie. L'évolution était si totale que lorsque Tamerlan tenta de ressusciter l'Empire mongol un siècle plus tard, il a dû le faire en tant que conquérant étranger qui défait les descendants déclinants des Mongols d'origine. Le cycle historique débuté avec la consolidation des tribus nomades a achevé un cycle complet, ramenant les steppes à la division politique qui avait prévalu dans la région avant l'avènement de Temujin, tout en laissant un monde profondément modifié par l'ère de domination mongole. La fin de la dynastie Yuan en 1368 a symbolisé la dissolution de l'Empire mongol en tant qu'entité politique unifiée, mais il serait inexact de percevoir cet événement comme la cessation de l'influence mongole dans l'histoire mondiale. Lorsque Zhu Yuanzhang, à la tête de la révolte paysanne ayant ravagé la Chine pendant de nombreuses années, instaura la dynastie Ming et chassa les Mongols de Beijing, il ne faisait pas que renverser une autre dynastie. Il mettait fin à une ère de l'histoire humaine, qui s'étendait sur plus d'un siècle et demi et qui avait modifié de manière irréversible le visage de la civilisation eurasiatique. Les dernières années de la dynastie Yuan avaient constitué une longue agonie qui démontrait clairement comment des empires, bâtis sur la conquête, peuvent s'effondrer lorsqu'ils manquent de leur dynamique d'expansion. Les empereurs Yuan du XIVe siècle ne parvenaient pas à égaler la grandeur de Kublai Khan. Ils étaient des dirigeants fragiles, absorbés par les cérémonies de cour, pendant que leur empire s'écroulait sous le poids des insurrections paysannes, des catastrophes naturelles et d'une gestion inefficace. Initialement, la rébellion du Turban Rouge avait démarré comme une contestation face à la corruption et aux taxes exorbitantes. Elle s'était ensuite propagée à travers la Chine, tel un brasier, attisé par le mécontentement croissant envers des siècles de domination étrangère et aggravé par les famines et inondations ayant ravagé le pays. L'évacuation des Mongols de Chine a été à la fois une révolution sur le plan culturel et politique. Les Ming n'ont pas seulement remplacé une dynastie par une autre, ils ont lancé un processus délibéré de resignification visant à éliminer les influences mongoles et à rétablir ce qu'ils considéraient comme la pureté culturelle chinoise traditionnelle. Les traditions mongoles ont été proscrites, les noms mongols ont été modifiés en version chinoise et les méthodes de gestion introduites par les Mongols ont cédé la place au système traditionnel confucéen. Toutefois, cette réappropriation culturelle s'est avérée plus superficielle que ce que les idéologues Ming souhaitaient reconnaître.
Une grande partie des innovations mongoles, notamment dans les domaines de l'administration, de la technologie militaire et du commerce, avaient été si intégrées à la société chinoise qu'une suppression totale était irréalisable. Le retrait des Mongols de Chine ne signifie pas leur effacement de l'histoire. Les Mongols déportés sont rentrés dans les steppes, mais ils ont emporté avec eux des siècles d'expertise en matière de gouvernance sédentaire, de technologie militaire sophistiquée et de connaissance des vulnérabilités des civilisations citadines. Au fil des siècles, ces Mongols sinisés demeureraient un péril persistant pour la Chine, multipliant des raids sporadiques qui contraignirent les Ming à consacrer d'importantes ressources à la réhabilitation et l'élargissement de la Grande Muraille. Il est particulièrement important de noter que les coutumes et méthodes mongoles se combinèrent avec celles d'autres populations des steppes pour donner naissance à de nouvelles entités culturelles qui influenceraient la croissance de puissances ultérieures telles que l'Empire ottoman et l'Empire russe. Toutefois, l'héritage authentique de l'Empire mongol dépassait largement les limites des frontières politiques et des impacts culturels directs. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les Mongols ont mis en place un système économique et de communication véritablement universel qui reliait l'Europe, l'Asie et l'Afrique au sein d'un réseau d'échanges interconnectés. Même si ce réseau s'est effondré avec l'Empire, il a posé des bases et des itinéraires qui continueront à façonner les tendances commerciales pendant des centaines d'années. Les voies maritimes que les Européens seraient en train d'élaborer durant l'ère de l'exploration suivaient fréquemment des modèles définis lors de la Pax Mongolica. Les connaissances géographiques engrangées durant l'époque mongole se révéleraient essentielles pour des explorateurs tels que Marco Polo, ainsi que pour les missions portugaises ultérieures. Peut-être plus profondément encore, l'Empire mongol a illustré à la fois les potentialités et les contraintes de l'autorité politique à une échelle continentale. Sa réussite avait démontré qu'il était réalisable de constituer et d'entretenir un empire couvrant d'immenses continents, en recourant à la technologie et aux structures pré-industrielles. Toutefois, sa décomposition et son effondrement ont également mis en évidence que ces empires renfermaient des incohérences internes qui finiraient par les anéantir. Les enseignements tirés de l'expérience mongole concernant l'importance de l'adaptabilité culturelle, les risques d'une expansion démesurée et le conflit entre mode de vie nomade et exigences administratives sédentaires ont été étudiés et mis en pratique par des conquérants allant de Tamerlane à Napoléon. À un niveau individuel, l'héritage génétique de l'Empire mongol reste observable de nos jours. Des recherches génétiques récentes indiquent qu'environ 0,5% de la population masculine mondiale, soit près de 16 millions d'hommes, seraient les descendants directs de Genghis Khan et de sa famille, attestant ainsi biologiquement du rayonnement exceptionnel des conquêtes mongoles. L'Empire en soi avait pris fin, mais son legs, à travers les gènes, les cultures, les technologies et les structures politiques, persisterait à façonner l'évolution de la civilisation humaine pendant des milliers d'années après la défaite du dernier Khan mongol à Beijing et le retour de ses fils perdus dans les steppes. Finalement, l'histoire de l'Empire mongol illustre comment l'ambition humaine, combinée au génie organisationnel, à la capacité d'adaptation culturelle et à une détermination sans relâche, peut transformer le monde. De la modeste genèse d'un enfant délaissé appelé Temujin à l'apothéose d'un empire qui contrôlait un quart de la superficie terrestre, l'épopée mongole témoigne des potentialités exceptionnelles et des contraintes inéluctables du pouvoir humain. Gengis Khan et ses héritiers ont prouvé qu'il était envisageable de rassembler des continents entiers sous un même règne, d'établir des réseaux de commerce et de communication reliant des civilisations distantes de plusieurs milliers de kilomètres, ainsi que d'instaurer des systèmes de gouvernance opérant des steppes arctiques jusqu'au désert du Moyen-Orient. Toutefois, ils avaient également prouvé que même les empires les plus forts ne sont pas à l'abri des forces de désintégration, de corruption et de déclin qui anéantissent les individus et les familles. Le paradoxe majeur de l'Empire mongol
dont l'essor même a engendré les conditions pour sa dislocation ultérieure, demeure pertinent pour toute analyse du pouvoir politique à l'époque contemporaine. Les Mongols avaient pris possession du monde, mais ce faisant, ils avaient sacrifié leur essence nomade. Et sans cette essence, l'Empire s'était transformé en une agrégation d'États régionaux, ayant en commun seulement le souvenir d'une grandeur révolue. Dans les plaines de Mongolie, le lieu où tout a débuté, les tribus ont regagné leurs habitudes ancestrales de nomadisme et d'affrontements intertribaux, comme si les siècles d'empire n'étaient rien d'autre qu'un rêve tourmenté. Toutefois, l'univers que les Mongols avaient délaissé était radicalement distinct de celui qu'ils avaient découvert lors de la montée au pouvoir de Temujin. Les voies commerciales qu'ils avaient mises en place continueraient à être opérationnelles sous d'autres administrations. Les technologies qu'ils avaient propagées continueraient à évoluer et à se déployer. Les systèmes administratifs qu'ils avaient mis en place serviraient de référence pour des empires ultérieurs. Et l'héritage biologique des conquérants mongols persisterait dans les gènes de millions d'individus en Eurasie, offrant un lien concret avec une période où des cavaliers des steppes exerçaient leur domination du Pacifique à la Méditerranée. La question initiale, comment un enfant délaissé est-il devenu le souverain le plus craint de l'histoire, a trouvé sa réponse dans un récit qui va de la persistance personnelle à la domination mondiale, du désespoir individuel au pouvoir impérial, des traditions héritées à l'innovation révolutionnaire. Gengis Khan, qui est mort en 1227, a eu le temps de voir l'émergence de nouveaux empires, la disparition de certaines civilisations et la transformation du monde. Son legs ne se trouvait pas dans les territoires qu'il avait conquis ou les dynasties qu'il avait fondées, mais plutôt dans la preuve que même face à des forces apparemment supérieures à tout individu, la volonté personnelle, le talent stratégique et l'adaptabilité culturelle pouvaient influer sur le cours de l'histoire humaine de manière à laisser une empreinte durable pendant des millénaires. La période des Mongols s'est achevée non pas par une disparition abrupte, comme ils l'avaient infligé à de nombreux adversaires, mais plutôt par un processus de fragmentation progressive et d'assimilation, un destin commun à toutes les grandes puissances de l'histoire. Cependant, leur récit persiste comme une illustration que les frontières du réalisable sont bien plus vastes que ce qu'une majorité d'époques ose envisager. Parfois, dans des circonstances favorables, des personnes hors du commun peuvent surgir des endroits les plus inattendus pour transformer le monde à leur manière. L'enfant délaissé des steppes s'est hissé au rang d'empereur universel. Même si son empire est désormais révolu, l'écho de ses réalisations persiste à inspirer et effrayer les générations suivantes de conquérants, de rêveurs et tous ceux qui ont l'audace de penser que le monde pourrait être autre chose que ce qu'il est.